Le cercle RH, le débat de Smart Job, débat quotidien. Merci d'être avec nous. On parle du bonheur, mais du bonheur au travail. Attention, ça rigole pas. On va essayer d'abord de diagnostiquer exactement la définition de ce mot bonheur, qui est souvent utilisé de plus en plus par les RH, par les dirigeants. Une forme d'injonction au bonheur. L'entreprise serait donc dans l'obligation de créer ce bonheur au travail. On parle de qualité de vie, on parle de bien-être. On va essayer évidemment de définir tout cela. Et puis on va essayer de savoir si c'est un vrai concept qui doit être porté par les entreprises. Parce qu'après tout, le bonheur est intérieur, il est très spirituel. On va faire le point évidemment avec mes invités qui vont tout m'expliquer, bonheur au travail et au télétravail, parce que ce sujet-là évidemment est posé et il est sur la table. Alexandre Josse est avec moi. Bonjour Alexandre, fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza. Tout à fait. En un mot, c'est quoi la Fabrique Spinoza ? C'est le mouvement du bonheur citoyen. L'objet social, c'est de replacer le bonheur au cœur de notre société. On est en plein dedans. Exactement, comme un moyen d'éclairer, de donner l'inspiration et aussi d'innover. Et d'innover. On reviendra sur des études souvent étrangères qui font une corrélation entre quand je suis bien dans mes baskets, plutôt heureux, je ne mets pas le mot bonheur, je produis bien et j'ai une bonne productivité. Julien Brezin est à ma gauche, directeur général de Great Place to Work. Great Place to Work, c'est quoi en quelques mots ? Alors nous, notre fonds d'activité, il est plutôt centré autour de l'analyse de la confiance qui peut exister dans les organisations. Donc on verra qu'on a peut-être un échange à avoir avec Alexandre sur la partie bonheur versus confiance. Voilà, donc vous voyez, on a commencé à glisser avant même de commencer le débat, passer du mot bonheur au mot confiance. Et Nathalie Willard est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Coach for Haze. C'est quoi Coach for Haze ? Alors, c'est une start-up en fait, que j'ai créée en 2016. Moi, je suis orthoptiste, donc je suis sur la partie médicale. Et on développe des outils pour accompagner les RH en vue d'améliorer et de protéger les yeux de leurs collaborateurs. Les écrans ? Voilà, les écrans, donc à la fois au bureau, mais aussi en télétravail, de plus en plus. Voilà. Donc ça, vous êtes, je dirais, un des éléments qui contribue à dire, ou en tout cas à faire dire aux collaborateurs, moi, je trouve que l'entreprise, elle s'est bien occupée de moi. Exactement. Voilà, et on travaille avec d'autres partenaires en fait, sur cette thématique-là. Qui vont au-delà de la fatigue visuelle, des problématiques visuelles, puisqu'on travaille avec Yes We Share qui développe des outils plus large spectre, donc à la fois santé mentale et santé physique. Oui, c'est pas que l'usure de lire des textes sur écran, c'est aussi des collaborateurs qui frôlent le burn-out, puisque là, on traite de ces questions-là aussi. Exactement. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet, définition, parce que moi, j'ai lu pas mal d'articles sur ce sujet, d'ailleurs, où le débat vraiment existait. Certains évoquaient, et je l'ai cité, la tyrannie du bonheur Bruckner, l'idée que finalement, on oblige l'entreprise à tout prix à faire rentrer le bonheur dans l'entreprise. Il faudrait impérativement être heureux en entreprise. Certains disent, mais non, enfin, écoutez, soyons sérieux. Le bonheur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que c'est le bon mot, pour démarrer notre débat, que d'utiliser le mot bonheur ? C'est le bon mot ? Pour moi, les mots doivent être plutôt des passerelles et des moyens de mobiliser que des murs ou des fossés. Donc nous, à la Fabrique Spinoza, on est à la fois attaché aux mots et prêt à utiliser celui qui est le plus conforme à... Vous l'assumez, ce mot ? On l'assume, mais certaines organisations n'ont pas ce mot-là dans leur ADN. Je pense qu'au fil du temps, pour moi, l'argument qui me semble le plus convaincant, c'est de dire... on reconnaît tout à fait la capacité de l'entreprise à rendre les gens malheureux. Personne ne dirait, non, ça c'est pas vrai, on se trompe de mots. Si on reconnaît cette capacité-là, est-ce qu'on pourrait ouvrir vous la inversez là, d'accord. Qu'elle puisse rendre les gens heureux, ou tout du moins, pour affiner les termes, contribuer à les rendre heureux, ou à encore plus précis, et après je laisse la parole à mes amis de plateau, créer les conditions qui favorisent le bonheur au travail. D'accord. Juste avant qu'on débatte, vous le rangez où le bonheur ? C'est de la RSE ? C'est un élément de la responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise ? Je pense que c'est plutôt, ce sont des grands mots, mais c'est plutôt un paradigme. C'est-à-dire que pour examiner l'entreprise, on a des grands termes qui sont la performance, la responsabilité, la vision, la contribution. Le bonheur en est un. En utilisant ce prisme-là, vous pouvez contribuer à rendre le monde meilleur, affiner la mission de l'organisation, la rendre plus performante. C'est en cela qu'il a de la puissance. Comme tout objet, comme tout outil, il permet de colorer, travailler, réfléchir et transformer l'organisation. Vous êtes d'accord avec cette définition, Julien Brezin ? Alors nous, effectivement, moi là où je suis complètement d'accord, c'est qu'il faut essayer d'équiper l'entreprise pour qu'elle suive son action.
que ce soit le bonheur, que ce soit la satisfaction au travail, que ce soit, à la limite, l'important, c'est que l'entreprise, elle se mette en mouvement positivement et qu'elle prenne conscience. Et c'est en ça que je rejoins ce que vous disiez à l'instant sur la partie RSE, c'est-à-dire l'entreprise, elle a un impact sur ses collaborateurs, elle doit le mesurer et elle doit travailler cet impact pour qu'il soit le plus positif possible. Encore plus maintenant, avec des collaborateurs qui ont été atomisés, qu'on a perdu physiquement pour certains. Encore plus maintenant, parce qu'on a vraiment besoin de savoir ce que les collaborateurs et les collaboratrices ressentent, de les accompagner. Managérialement, c'est essentiel. Et on passe beaucoup de temps dans notre vie professionnelle, donc c'est essentiel que les collaborateurs et les collaboratrices puissent s'y épanouir. Qu'ils y trouvent le bonheur, c'est une question encore plus haute. Là, on est monté d'un cran, là, Macron. Voilà. Mais maintenant, nous, ce qu'on a chez Great Place to Work, c'est qu'on a beaucoup d'études sur la notion de confiance. Parce que c'est une donnée qui a été extrêmement étudiée. Il y a plus de 60 articles scientifiques de premier plan qui sont parus sur la méthode de Great Place to Work. Corrélation entre Confiance et performance de l'organisation. C'est-à-dire, en gros, si les collaborateurs sont bien, ils vont tout naturellement, mais ce que vous disiez à l'instant, ils vont être plus efficaces pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'au-delà de l'injonction dont vous parliez tout à l'heure au bonheur, c'est aussi parce que c'est bien pour l'organisation, bien pour les organisations, de prendre soin de ses collaborateurs. Là, on est parti sur le prendre soin. D'ailleurs, on va basculer sur l'intelligence, parce que vous voyez, le prendre soin amène la santé du corps. Exactement. Et quand on parle de bonheur, on parle de la santé de l'âme, enfin, c'est-à-dire le bien-être de l'âme. Vous voyez, il y a quand même une petite nuance. Mais pas uniquement. Mais pas uniquement, non, mais j'étais sûr que vous alliez me le dire. Les deux sont liés. Mais là, on parle du corps. C'est un élément contributif au bien-être, pour ne pas dire au bonheur du collaborateur. Complètement. En fait, quand vous êtes dans un état de bonheur, vous allez sécréter un certain nombre d'hormones. Vous en avez entendu parler, des endorphines, voilà, etc. Un certain nombre d'éléments qui c'est ce qu'on a quand on court aussi. Voilà, et qui vont rassurer, qui vont déstresser, qui vont motiver et qui vont du coup faire que le collaborateur va être plus performant en fait au travail. Donc c'est pas forcément une fin en soi, hein, ce que vous disiez tout à l'heure sur la partie bonheur. Est-ce que l'entreprise se doit de rendre les gens heureux ou ne pas les rendre malheureux? On retrouve un petit peu cette thématique-là en fait dans le cadre qu'on va apporter, mais c'est quand même un objectif finalement en soi pour l'entreprise, parce qu'on sait que quand il est heureux, il est forcément plus productif et plus efficace. Mais ils vous disent quoi, vous les appelez vos patients, enfin ceux que vous accompagnez avec le réseau dont vous avez parlé, ils vous disent quoi? Ils aspirent au bonheur ou ils aspirent à minima à être plutôt en bonne santé? Alors, ce qui est très différent. En fait, il y a effectivement deux éléments. Il y a à la fois la santé mentale et la santé physique. Et nous, on intervient en fait sur la santé physique, et notamment de plus en plus avec les problématiques en fait liées au télétravail et à la surexposition des écrans. Et le télétravail y a contribué. Fortement. Zoom. On est à 12 heures par jour aujourd'hui devant des écrans digitaux, donc c'est la moitié de la journée sur du digital. Donc forcément, ça a des conséquences en fait pathologiques au niveau de l'œil notamment, mais aussi au niveau de la santé mentale, au niveau de la confiance, au niveau du management, au niveau de la façon de prendre des responsabilités, etc. Donc tout ça a été un peu chamboulé avec la crise. Mais il y a des effets quand même négatifs, enfin positifs en fait à cette crise-là. Alexandre Josse, juste quand même, dans l'évolution de l'entreprise, on a eu les usines, c'est-à-dire les ateliers, on allait au travail en pointant, on faisait ses 8 heures, on produisait, puis ensuite, un peu plus tard, il y a eu le tertiaire, l'école blanc, les années 2000, où on commence à individualiser le parcours des salariés, puis on est entré dans l'ère du télétravail, où là, on se pose d'énormes questions sur comment les garder, comment les motiver, comment leur donner envie, parce qu'on est exactement dans cette phase-là, c'est comment leur redonner envie de pousser la porte de leur entreprise. Enfin, c'est une situation un peu inédite quand même. C'est comment je donne envie à un salarié d'aller au travail. Oui, c'est vrai. Il y a une étude qui a été produite par Lisman qui montre que les 90% dans les entreprises qui ont les bureaux les plus satisfaisants aux yeux de leurs collaborateurs, eh bien 90% des travailleurs ont envie de revenir au travail. Ah, vous dites travailleurs. Oui, pour varier collaborateurs travailleurs. Oui. Et inversement, dans les 10% des entreprises où les bureaux sont les moins bien notés, 90% des collaborateurs n'ont pas envie de revenir au travail. Donc, ce qui permet comme de dire au passage que l'espace de travail est devenu une composante majeure. Bon, j'ai apporté une étude, parce que je sais qu'on parlait peut-être de ce sujet, qu'on a produite il y a 2 ans, elle est libre sur notre site, Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateur. Le lien avec notre sujet, c'est que... L'environnement dans lequel on travaille ou on vit a une incidence sur son bien-être. Pour marquer les esprits, il y a une figure qui s'appelle Emma, employée de bureau 2040. Elle a été produite
en une statue de plâtre. Et elle préfigure à quoi nous ressemblerons si on continue à travailler ainsi. Alors, à quoi on va ressembler? Emma est bossue, elle a les yeux injectés de sang parce qu'elle est toujours devant un écran, le teint jaunâtre parce qu'elle n'a pas suffisamment de lumière naturelle, les jambes gonflées parce qu'elle est sédentaire, et ça fait toujours rigoler, mais elle a du poil au nez et aux oreilles parce que la qualité de l'air est mauvaise. Et ça fait pousser les poils. Oui, de manière surprenante. Ah, écoutez, alors oui, d'accord. C'est ça. Et la conclusion de ça... Un mauvais air dans vos bureaux. Hein. L'air intérieur est 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Ça, c'est chiffre à appui. Et donc, c'est un sacré personnage que vous nous décrivez là. Emma 2040, la conclusion de ça, de ce cabinet d'ergonomie anglais, la conclusion de ça, c'est si on ne change pas en profondeur les espaces où nous travaillons, eh bien, le travail nous rendra très, très malades. Et on commence à le voir avec une augmentation de 50% des troubles musculo-squelettiques en 2020-2021, avec 54% des Français qui déclarent des douleurs lombaires. Donc, dans la transformation de l'entreprise, l'espace est devenu fondamental. Donc, il y a quand même l'idée du paradigme d'aller vers le bonheur, parce que la description que nous fait Alexandre Jost est quand même une description, enfin, je veux dire, très noire, très sombre, de ce qui peut attendre les collaborateurs. Donc, en fait, il y a un vrai rapport de force, une vraie tension entre le risque que nous évoque Alexandre et ce désir de bonheur. Mais c'est pour ça que moi, j'aime cette signification autour de la confiance, parce que finalement, la confiance, elle est dans la relation. La confiance, le bonheur, c'est moi. La confiance, elle est dans la relation créée entre la personne qu'on étudie et son environnement et son management. Alexandre, fort justement, vous parliez des bureaux. Évidemment, les bureaux, ils sont clés. Il faut donner des raisons aux collaborateurs de revenir. Mais les managers ou les managers sont absolument vitales aussi, puisque s'ils sont là dans les bureaux et qu'ils apportent une valeur ajoutée très concrète, parce qu'ils travaillent en confiance avec leurs équipes, alors là aussi, vous avez envie de revenir. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille du tout opposer confiance, bonheur, etc. Je pense qu'il faut chasser l'épanouissement, enfin chercher l'épanouissement du collaborateur, parce que ça va tout simplement le rendre plus satisfait et derrière ça me semble plus juste. Juste peut-être pour rebasculer ensuite sur les débats très concrets, parce que j'ai vu que des managers créaient des réunions où il n'était pas question de travail ni de business, mais que c'était 1 heure par mois. Ça a été institué dans plusieurs entreprises. Open Talks. On peut discuter tranquillement, et beaucoup de collaborateurs disent ça m'agace, parce que globalement, tout ça ne sert à rien. Cette question du bonheur, Alexandre Jost, c'est pas un peu agaçant pour certains collaborateurs que finalement ils entendent leur manager, leur RH, leur répéter toujours cette espèce d'ancienne, alors qu'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, on leur dit mais libérez-vous, soyez authentiques, soyez comme vous-même. En fait, ils peuvent pas être comme... je veux dire, vous voyez, une espèce de paradoxe de salariés qui disent stop, quoi, on se moque de nous, là. Je ne partage pas cet avis. À la fois, je comprends que ce sujet puisse être violent pour certains, parce que quand ça va mal dans la vie, entendre des mots aussi... Ouais, exactement. Que le bonheur, tout d'un coup, ça peut provoquer une réaction qui est mais tu as vu comment c'est à la maison, l'école est fermée pour la 2e semaine. Donc à la fois, je comprends ça, et c'est en ça qu'il faut être empathique et non angélique. Et en même temps, je pense que s'il y a un point qui est incontestable, pour mettre tout le monde d'accord, c'est qu'on a véritablement besoin de prendre soin des collaborateurs. Et aujourd'hui, on n'en a pas besoin pour des raisons de performance. Ça, on avait besoin de montrer que le lien entre bonheur et performance il y a quelques années. Aujourd'hui, on comprend que ce lien, il est incontestable, mais on comprend aussi qu'on a besoin d'être humaniste, parce que, pour rappel, il y a 1 an, 22,6% à peu près, il y a 1 mois, il y a 1 an, des collaborateurs étaient en état de dépression, d'après Santé publique France. Donc aujourd'hui, par les bureaux, le management, la confiance, la gouvernance, l'entreprise, elle doit chercher à, désolé, le mot surprend un petit peu, mais à soigner ses collaborateurs, parce qu'on connaît tous des moments faibles en ce moment. Alors après, quel mot utiliser ? Moi, je trouve que le mot bonheur, il a le mérite de faire regarder loin et de s'interroger sur des notions complexes comme la joie, la satisfaction, le sens. Il regroupe tout ça. Et en cela, pour moi, il peut donner de l'énergie. Ça porte quand même beaucoup sur les épaules des managers et managers. Enfin, on voit bien que ces cadres intermédiaires qui ont des responsabilités importantes, s'ils sont eux-mêmes pas habités par cette conviction et qui sont finalement dans du corporate ou le pur business, vous ne réussissez pas à créer ce lien-là avec un collaborateur.
C'est vrai. C'est très compliqué. Ça demande un vrai travail sur soi-même. D'après Sciences Po Executive Education, une enquête qu'ils ont réalisée, 96% des DRH considèrent que c'est au manager d'insuffler le sens dans le travail. Alors, le sens n'est qu'une des composantes de l'épanouissement au travail. Et pourtant, je trouve ça intéressant. Le manager, il est certainement tiraillé aujourd'hui. Il doit continuer à atteindre ses objectifs. Il doit apprendre des nouveaux modes de travail pour lui-même et pour ses équipes. Il doit soutenir émotionnellement ses collaborateurs. Et à la fin, ça lui fait beaucoup de sacs sur les épaules. Donc c'est certain qu'il est plus... Mais est-ce que ce n'est pas le top manager, les COMEX, et je donne la parole à Nathalie, mais Julien, vous certifiez les entreprises, elles doivent répondre à un certain nombre de critères draconiens. Est-ce que ce n'est pas le COMEX, le top manager, qui doit faire redescendre tout cela? Alors avec ses propres mots, peut-être que ce n'est pas le bonheur, mais faire distiller finalement jusqu'au plus bas de l'entreprise, une espèce de philosophie. C'est comme ça que vous le ressentez, vous, dans les groupes qui sont très, très en avance sur ces sujets? Alors dans les grands groupes, je dirais qu'il faut souvent... Cette injonction vient du top management. On a vu avec la loi Pacte, avec des entreprises à mission, voire des grandes entreprises qui sont venues entreprises à mission, etc. Et je rejoins sur ce que vous disiez, Alexandre, sur la difficulté du management intermédiaire à gérer à la fois des attentes d'efficacité et d'efficience, et puis de l'autre côté, des attentes de développement humain. Et en fait, il faut équiper et suivre le management intermédiaire pour l'aider dans ce travail-là. Donc on individualise un peu plus le travail de management, c'est-à-dire qu'on individualise personne par personne. C'est vers ça qu'on va. Il faut l'aider, il faut lui laisser le temps qu'il ait du temps managérial, ce qu'on a rarement... Prendre le temps d'écouter l'autre. Il faut prendre le temps de chercher le bonheur, la satisfaction, la confiance, de construire ce que le manager doit construire avec son équipe. Et puis, il doit chercher à être un vecteur de sens, donner envie au quotidien. Parce que finalement, cet acteur de sens, il est soit à travers la mission de l'entreprise, mais tout le monde ne sauve pas des arbres, sauve pas la planète, etc. Et même quand vous êtes dans une entreprise, j'ai envie de dire, dont l'activité est purement économique et n'est pas en train de sauver la planète, le manager est un acteur de sens au quotidien. Le manager de proximité est un acteur de sens au quotidien. Vous en avez, les personnes que vous croisez dans votre start-up sont des manageuses, des managers, des gens qui ont des responsabilités aussi, et qui vous disent c'est lourd, quoi. On me demande beaucoup et je tiens pas, quoi. Après, on est effectivement sur une thématique aussi qui y a du sens. Parce que notre objectif, c'est effectivement de pouvoir accompagner et transmettre en fait de faire en sorte que les salariés, les collaborateurs aillent mieux. Mais pour revenir en fait sur la notion de bonheur, je pense qu'effectivement c'est à la fois personnel, parce que votre bonheur en fait c'est pas forcément le même que... Non, on a chacun notre bonheur. Et que ça va au-delà, je pense, de la situation en entreprise, équilibre vie pro, vie perso, votre environnement de travail, on en parlait tout à l'heure. Après, on parle de bonheur au travail. Bonheur au travail, effectivement. Alors, est-ce que c'est pas bien-être ou est-ce que c'est pas... Ah, voyez que vous me rejoignez sur ma ligne. Voyez. Est-ce que c'est pas... Mais enfin, tout à l'heure, Alexandre, pas pour le défendre, m'a dit, mais peut-être que ce mot, on l'utilise comme un paradigme. Hein, c'était votre définition. C'est ça, mais... C'est un objectif. Mais pour vous montrer que je suis vraiment sincère sur cette idée de concilier sur les mots, on a travaillé avec l'Institut Think et l'Institut de sondage Norstat sur un indice de QV2T, indice de qualité de vie au télétravail. Et donc, on s'est dit que ce mot serait peut-être plus fédérateur, moins inspirant, mais plus fédérateur, si vous voyez la nuance. Et cet indice, il va examiner les mots dont nous parlons ici, le management, la flexibilité. Et d'ailleurs, pour essayer de cerner des grands déterminants qui font qu'on se sent bien au travail, qu'on a parlé du corps, de la santé, de l'espace, du management, de la confiance. Il y en a un qui apparaît, c'est la flexibilité. Alors ça paraît évident, mais ce qui surprend dans la dernière vague de janvier 2022 maintenant, par rapport à il y a 2 mois, il y a une chute de l'indice de 58 points à 57 points, donc c'est pas neutre. Ensuite, un point, mais il y a une baisse de 7 points pour ceux qui télétravaillent fréquemment, donc beaucoup plus pour ceux qui télétravaillent. Et les gens disent, on aimerait encore plus de flexibilité. C'est-à-dire que c'est intéressant. Les gens disent, pour nous sentir bien dans le travail, alors même qu'on a des temps recommandés par le gouvernement de télétravail à 3-4 jours par semaine, les gens ils disent, ils sont entre 2/3 et 80% à dire, on aimerait une semaine de 4 jours. On aimerait une demi-journée où on fait exactement ce que l'on veut, c'est-à-dire on travaille, on travaille pas. On aimerait des temps de déconnexion. Voilà, vous avez des CEO, des dirigeants qui vous disent, attendez, vous voyez, on se heurte à la fameuse entreprise du 20e.
c'est pas open bar l'entreprise. Enfin, non, mais je suis un peu direct là. Bien sûr, mais c'est compliqué quand même. Oui, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire oui à tout ça. Ouais. Je suis en train de mais dire c'est les demandes en tout cas. Les demandes, alors même qu'on est déjà on a franchi des 3-4 caps de flexibilité en 2 ans de crise sanitaire, il y a encore un besoin accentué. Donc ça indique où sont les besoins, où sont les appétences. Et pour boucler avec votre propos du départ, pour faire revenir les gens au travail, on a besoin de ce cocktail de vision. Elon Musk, quand il fait un pitch sur la Tesla Model 3 de la Tesla, qui est le plus grand succès commercial jamais connu de l'industrie automobile en précommande, il passe 9% de son speech sur la vision. Parce qu'à un moment, il se dit, expliquer ce que c'est que cette voiture, comment elle marche, peut-être c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a vraiment voulu atteindre ? Qu'est-ce que je veux faire, Donc, moi, j'ai l'impression que ces petits éléments-là, ils commencent à dessiner les inexorables du travail. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer une entreprise qui est sans flexibilité. On ne peut plus imaginer, il y a 2/3, d'après un article du Monde d'avant-hier, des jeunes qui exigent le sens dans leur employeur, alors même que le taux de chômage est plus bas, mais quand même. Donc, on sent que petit à petit, moi j'entends des gens qui disent les entreprises du CAC 40 vont disparaître. On ne sait pas si ça prend 10 ou 20 ans, mais elles vont disparaître, à moins que, et la liste de à moins que, le salon... Qu'elles sachent prendre en charge, faire du care en fait, parce qu'il y a un peu cette idée comme ça du mélange de prendre soin de l'âme et du corps, parce qu'il y a de ça dans l'entreprise. Dans cette injonction au bonheur, il y a prendre soin de la santé de vos salariés, c'est une obligation juridique, mais ça va au-delà aujourd'hui. Alors ça va au-delà. Et moi, bien au-delà. Je rejoins vraiment sur ce que disait Alexandre sur la notion de flexibilité qu'on voit apparaître nous dans nos études de la même façon. Flexibilité hyper forte, à la fois... C'est une révolution. Hein. Une vraie révolution. J'ai envie de dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours pas de poésie, mais de théâtre, où il y avait les trois unités, unité de temps, unité de lieu. C'est la tragédie. Et voilà, la tragédie. Et bien, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. La dernière unité, qui était l'unité de lieu de travail. Elle se dissout. Et ben elle s'est dissoute. Ben ouais. Et donc, on est face à l'explosion de cette triple unité. Et comment la recomposer ? Donc, avec vraiment ce que vous disiez, le spectre de la mort des grandes entreprises. S'il n'y a plus de bâti, c'est quoi une entreprise ? La transformation de l'entreprise, c'est certain. La mort, je serais plus humble. Plus prudent. Oui. Non, parce que vous dites qu'il y a un risque comme ça. Oui, ces grosses structures mastodontiques, si elles ne prennent pas en charge le care, l'accompagnement, il y a un risque, Nathalie. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie des obligations de l'employeur vis-à-vis de ses collaborateurs. Ça, c'est juridique, on est d'accord. Complètement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, en fait, de pouvoir donner des conditions favorables et permettre aux collaborateurs de travailler en fait sereinement et sans dégradation de sa santé. Juste, il nous reste très peu de temps, mais encore une fois, il y a un peu un débat politique qui est sous-jacent à cela. C'est-à-dire que l'entreprise veut à tout prix mon bonheur à ma place. Moi, je n'ai pas envie qu'on me rende heureux à ma place. Enfin, je veux dire, je souhaite rester ce que je suis. Et beaucoup témoignent dans des articles spécialisés. Ils me disent, mais en fait, c'est un peu filou de la part de l'entreprise, finalement, parce qu'elle essaie de me faire produire un peu plus en me vendant comme ça du bonheur un peu emballé, prêt à consommer. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas un peu de ça aussi, de stratégie, un peu de contournement, quoi. C'est vrai. Avant, on obligeait les gens à pointer à 8 heures. Aujourd'hui, on leur dit, soyez heureux, vous verrez, ça se passera très bien. Il y a des critiques qui sont vraiment fondées. C'est-à-dire que l'injonction est émotionnelle, c'est épuisant, la nécessité du fun, c'est épuisant, le fait de cacher des rémunérations indécentes par de baby-foot, c'est indécent. Et malgré tout, moi je trouve intéressant de se dire, on est à une ère où on commence à cartographier les leviers, les pratiques, les approches qui font qu'on peut favoriser l'épanouissement des collaborateurs au travail. Et d'abord, et vous dites, faisons-le alors. Voilà. Faisons-le, regardons, pensons solutions, tout en ayant un petit mulot vigilant à la manipulation. Je ne suis pas dupe. Voilà. Attention, ouais. Et puis, vous savez, connaître l'intention de l'entreprise, c'est pas si facile que ça. Déjà, c'est qui l'entreprise ? C'est les actionnaires, c'est les dirigeants, c'est mon manager, c'est la mission, c'est les statuts. Ça marche. Dans l'immédiat, si mon manager, il déploie un éventail d'approches comme on le propose pour que l'individu aille mieux, c'est déjà bien. Déjà, c'est déjà pas mal. Vous êtes d'accord avec ça ? 100% d'accord. C'est pour ça que moi, on va vers ça de toute façon, de manière inéluctable. C'est la RSE au sens large, le plus large possible, la responsabilité la plus élargie possible de l'entreprise. Et il faut l'aider parce que l'entreprise, elle est aujourd'hui très équipée en termes d'outils pour comprendre son impact financier. Elle commence à s'équiper pour comprendre son impact environnemental. Il faut l'équiper pour qu'elle comprenne sur ce qu'elle fait sur les hommes. Et le care, Nathalie Willard, parce que c'est le soin du corps ça et de l'âme. Ça reste effectivement des démarches bienveillantes en fait à la base, même si
elles peuvent être pourvoyées par certains. Malgré Dévoyées, tout, voilà, elles sont là pour faire du bien. Pour faire évoluer les choses et pour aller vers une flexibilité. Écoutez, je ne pourrais pas dire que j'ai ressenti du bonheur sur ce plateau, mais enfin, en tout cas, de la joie de partager ce débat avec vous. Une sorte de marche inéluctable, en tout cas c'est la définition d'Alexandre Jost, et je crois qu'elle est partagée par Julien Brézin. C'est un peu la marche de l'histoire, quoi. C'est un peu l'histoire du 21e siècle, hein, de l'entreprise, ce débat du bien-être. Ouais, n'oublions pas les centaines de milliers de collaborateurs qui ne sont pas concernés par l'échange qu'on a eu, dont les jobs ne sont pas télétravaillables. Non, 60-40. Hein. Et Merci. dont le niveau de complexité est difficile, de job est difficile, et sur lequel les entreprises doivent absolument continuer à travailler. Fondamental. Les emplois postés. Et puis pour maintenir une cohésion d'entreprise. C'est vrai. C'est un énorme défi quand vous êtes à la tête d'une organisation dont la moitié des collaborateurs ne sont pas télétravaillables, entre guillemets, excusez-moi. Et voient une partie des cols blancs partir 3 jours à La Rochelle. Ça, c'est tout à fait exact. Il faut absolument faire... Je crois qu'on n'a pas... En termes d'inclusion, il faut vraiment faire très attention à sortir de nos visions un peu trop col blanc et de rester aussi très proche du terrain. Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait mesuré d'ailleurs cet impact dans l'entreprise, parce que s'il faut un petit peu de temps et du recul, mais entre ceux qui restent postés et qui tous les matins vont au travail, et puis voyant les bureaux vides, parce que tout le monde est parti ailleurs. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Allez le voir en ligne, l'indice de qualité de vie au télétravail, on mesure cette différence, les oubliés du télétravail qui sont clairement moins heureux. C'était un éclairage nécessaire avant de nous quitter, parce que c'est 60% non télétravaillables et 40% télétravaillables, donc il y a quand même une grande majorité de salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Merci Nathalie Willard d'être venue sur notre plateau, fondatrice de Coach for Eyes, vous faites du care, puisque vous avez un titre anglais, notamment sur le soin des yeux. Merci Alexandre Jost avec ce document. Allez sur le site de la fabrique Spinoza, fondateur et délégué général de cette fabrique, et Julien Brézin, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, directeur général de Great Place to Work, une marque qu'on ne présente plus, qui en fait travaille sur la qualité de vie avec des questionnaires et des certifications. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et vous allez voir, on ne va pas être totalement dépaysé du sujet dont on vient de parler.